Donc, je ne serais sans doute pas aussi optimiste qu'a pu être Marraine sur les propositions qui ont été faites et sur les avancées qui ont pu être obtenues au niveau du BS militaire, enfin par rapport à l'embargo, ça par rapport au niveau de la France. Pour essayer d'être assez rapide, parce qu'effectivement, qu'on ait après aussi le temps de débattre, sur la coopération militaire et sécuritaire qui a pu s'installer entre la France et Israël. Bon, si on remonte au niveau historique, bien évidemment, la France a été le premier partenaire d'Israël au tout début de la création d'Israël. Ça, je pense qu'on est un certain nombre à l'avoir en mémoire. C'est la France qui a fourni, je dirais, qui a permis à Israël même de construire son industrie d'armement, non seulement en leur vendant des armes, bien évidemment, mais surtout aussi en transférant des technologies, en aidant à construire des usines d'industrie d'armement. Donc ça, de la période des années, dès la création d'Israël, enfin des années 50, jusqu'en 67, et aussi, bien sûr, au niveau de l'arme nucléaire d'Israël, dont on parle relativement peu, et sur lequel c'est aussi la France qui a permis à Israël d'accéder, de devenir une puissance nucléaire. Mais après l'embargo qui avait été mis effectivement par De Gaulle, on est resté à peu près pendant une vingtaine d'années où la France a arrêté quasi toute coopération militaire avec Israël, et c'est sous Mitterrand qu'elle a repris progressivement, d'abord sous des angles d'échange technologique, des accords au niveau scientifique entre chercheurs, entre industries aussi, pour échanger sur les types de matériel que chacun produisait, bien évidemment, et aussi, après, progressivement, au niveau de transfert d'armes, mais pas seulement des transferts de France vers Israël, mais aussi dans l'autre sens, des achats d'armes par la France auprès d'Israël, dans la mesure où, pendant toutes ces années, Israël a développé une industrie d'armement extrêmement performante. Bon, on y a fait référence précédemment, sur des niches extrêmement précises, liées à leurs besoins, entre guillemets, liées aux combats qui menaient, aux guerres qui menaient contre les Palestiniens, donc plus des guerres urbaines, entre guillemets, en zone urbaine, et des domaines sur lesquels la France avait fait quelques impasses, pour plein de raisons économiques, etc., qui faisait que, notamment dans tous les systèmes d'avions sans pilote, les drones, la France n'avait pas mené de recherche au niveau industriel, et du coup, alors qu'Israël, bien évidemment, avait mené des recherches importantes dans ce domaine-là, et donc du coup, les armes que nous on est allé chercher, les technologies que la France, les industriels français sont allés chercher du côté israélien, bien évidemment, c'était ces technologies-là, technologies qui correspondaient aussi à l'évolution de la guerre, ou en tout cas des guerres que menait la France, des interventions militaires qu'elle menait, et qui lui permettaient justement d'intervenir comme elle peut le faire actuellement. Une des raisons principales qui fait que la France a redéveloppé ses contacts avec Israël au niveau militaire, on le trouve dans des déclarations de manière assez claire, des déclarations officielles, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, le ministère de la Défense l'a écrit dans une réponse à des parlementaires, où l'objectif pour la France, l'enjeu principal pour la France, c'était de maintenir en matière, ouvrez les guillemets, maintenir en matière d'armement une relation suffisamment active pour permettre d'identifier les domaines où l'expertise israélienne est unique et utile pour notre pays. C'est extrêmement clair. Donc, après, bien sûr, ils ont toujours, en contrebalançant, tout en demeurant extrêmement vigilants sur des propositions de coopération dans des domaines très sensibles ou pour lesquels nos industries sont en concurrence frontale. Les domaines où l'expertise israélienne est unique, c'est évidemment tous les domaines d'intervention urbaine, dans des zones relativement restreintes, confinées, puisque bon, ne serait-ce que lié à la surface géographique d'Israël, sur lequel la France avait pris du retard
l'État français ou l'armée française avait pris du retard en termes de savoir-faire et en termes aussi d'expertise industrielle. Donc c'est pour ça qu'on est dans une coopération pas seulement d'essayer de vendre du matériel, mais bien dans une coopération au sens donnant-donnant ou gagnant-gagnant, comme certains disent. Ça dépend toujours du point de vue d'où on se place. Pour autant, l'enjeu économique au niveau des échanges qui se passent sont relativement faibles. Alors on connaît au niveau français, parce que le secteur de l'armement est un secteur particulièrement opaque, ce qu'on connaît, c'est ce qu'on vend à Israël comme matériel en termes financiers. On a des données depuis quelques années. Par contre, on n'a aucune donnée en France sur ce que l'armée française ou ce que les industriels français de l'armement achètent à Israël. Là-dessus, on n'a aucune donnée officielle qui permette fiable. Il y a quelques chiffres qui peuvent circuler, mais on n'a aucune donnée. Sur ce qu'on vend à la France, à Israël, sur les derniers chiffres, donc sur l'année 2013, les derniers chiffres qui sont disponibles, le montant d'armement qui a été vendu est de 14 millions d'euros militaires. Bien évidemment, on n'a que des chiffres en termes financiers. 14 millions, ça peut paraître pas extrêmement important en tant que tel, quand on voit les montants des contrats d'armement qui se chiffrent quand même très rapidement en centaines de millions d'euros, voire en milliards d'euros. Mais pour autant, ça reste des données financières et ça ne nous donne aucune indication sur le type de matériel qui est vendu. Et malheureusement, c'est pas en fonction du montant ou de l'importance du montant qu'on peut mesurer au niveau du matériel militaire, mais bien en fonction de l'usage qui est fait de ce matériel-là. Et c'est pas forcément le matériel le plus cher, enfin qui coûte le plus cher, bien évidemment, qui provoque le plus de dégâts en termes humains, tout simplement, bien évidemment. Donc ça, c'est une des difficultés qu'on rencontre en France quand on veut interpeller sur ces questions-là, bien évidemment, c'est d'avoir des éléments précis pour pouvoir intervenir. Parce que chaque fois qu'on interpelle les pouvoirs publics, soit le ministère de la Défense, soit directement l'Élysée, bien évidemment, les réponses, même quand c'est les parlementaires qui interpellent le pouvoir public, les réponses sont toujours on prend toutes les précautions en la matière pour éviter que des composants ou que du matériel se retrouvent ait un usage contraire au droit international ou aux droits de l'homme. Mais c'est des paroles. On n'a aucun moyen, en tant que société civile, de vérifier réellement, concrètement, qu'est-ce qui se passe, quel est le type de matériel vendu. On a des chiffres, on a des grandes catégories de matériel vendu, et c'est vrai que, on faisait référence à Elbit notamment, et des coopérations qu'il pouvait avoir. Tu as parlé de Thales, une autre entreprise française avec laquelle Elbit a de la coopération, c'est MDBA. MDBA, c'est une entreprise qui produit des munitions, des missiles. Quel type de coopération sont établies entre Elbit et MDBA? On n'en sait rien. Et les munitions, bien évidemment, c'est celles qui peuvent être utilisées, ou en tout cas on peut contribuer à celles qui sont utilisées, qui ont été utilisées dans les récentes guerres qui ont été menées par l'armée israélienne contre les Palestiniens. On n'en sait rien. On n'a pas les moyens de le vérifier, et toutes les interpellations, bien évidemment, ne débouchent pas, puisqu'on ne peut pas prouver concrètement le type de relation qu'ils ont. En France, tout ce qui concerne le matériel d'armement, théoriquement, on est sous un régime de prohibition. C'est-à-dire que c'est l'État qui exerce un contrôle très très important dessus. C'est-à-dire la moindre production d'armement ou la moindre vente de matériel d'armement ne peut se faire que si l'État en donne l'autorisation. Et donc
Ce qui veut dire qu'on a une grande responsabilité, parce que quand c'est l'État, ça veut dire c'est la France, c'est nous, c'est à travers aussi nos impôts, comme il était fait référence. C'est bien dans un pays démocratique, c'est pas quand l'État donne une décision, c'est au nom de chacun de nous. Mais sur ces domaines-là, on n'a pas du tout les moyens de vérifier. Alors que la France a pris des engagements au niveau international et au niveau européen, qui fait que théoriquement, elle ne devrait pas vendre à Israël. Au niveau du matériel d'armement, il y a bien sûr le droit international, les conventions de Genève, qui font qu'on ne doit pas aider un État à commettre des crimes contre les droits de l'homme ou contre le droit international. Ça, bon, la France a signé, bien évidemment, les conventions de Genève, mais aussi au niveau européen, une position commune sur les exportations d'armement qui existe depuis 2008, qui a été obtenue effectivement progressivement un système théoriquement de contrôle des exportations qui doit empêcher que des armes soient vendues à des États qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui ne respectent pas le droit international, qui viennent alimenter les zones de conflit. Donc tous des critères qui théoriquement devraient s'appliquer quand on vend du matériel à Israël et qui ne sont pas appliqués. Et sur lequel, comme c'est les États qui décident eux-mêmes, sur lequel il y a beaucoup de difficultés à obtenir à la fois des informations, bien évidemment, à faire pression aussi pour essayer de limiter ces exportations d'armes. Dans les réponses qu'on a pu avoir aussi quand on interpelle le gouvernement là-dessus, c'est « Ah, mais ce qu'on vend comme composants, parce que c'est essentiellement des composants, c'est pas du matériel direct, enfin des fusils ou je ne sais quoi, ou des missiles fabriqués, mais des composants. On fait attention, on interdit de vendre des composants pour des produits qui après seraient utilisés par l'armée israélienne. C'est que des composants qui servent après à Israël dans le matériel qu'ils exportent, dans les produits qu'ils fabriquent pour exporter. Bon, peut-être, ça ne change pas grand-chose en termes de la complicité ou de l'aide qu'on apporte bien évidemment ou à Israël pour lui permettre de fabriquer du matériel et de le vendre, puisque tu as expliqué l'importance, ne serait-ce qu'économique, des exportations d'Israël pour l'État israélien. Donc c'est une aide indirecte, d'accord, mais c'est une aide quand même, c'est une complicité quand même de notre part. Et surtout, on peut, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas le vérifier. Là aussi où la France apporte une aide importante à Israël, de manière indirecte, c'est au niveau des salons d'armement. Puisque la France, étant un grand exportateur d'armement, est aussi un organisateur de plusieurs salons d'armement qui sont au niveau international, qui font partie des plus grands salons d'armement au niveau international. Il y en a 4, enfin il y en a même 5 maintenant, qui concernent différents domaines, il y en a 2 par an. Donc ça concerne sur le matériel aérien, sur le matériel naval, sur le matériel terrestre. On a aussi un salon extrêmement important qui s'appelle Milipol, qui concerne tout le matériel de maintien de l'ordre. Et un nouveau salon qui a été fait il y a très peu de temps, qui s'appelle Sofin, qui est plutôt vers Bordeaux, pas sur Paris, qui concerne toutes les forces de l'ordre, enfin pas les services de renseignement, et donc les opérations spéciales. Donc, des choses sur lesquelles, et ce qu'on regarde, c'est des salons professionnels, sauf le Bourget, donc le salon de l'aéronautique, qui est une partie ouverte au public. Tous les autres, c'est des salons fermés au public, ouverts qu'aux militaires ou qu'aux professionnels de ce secteur-là, l'industriel. C'est une augmentation, on a pu mesurer sur les différentes années, c'est une augmentation progressive du nombre d'exposants israéliens. Et là, pareil, c'est des salons qui sont organisés par l'État. Tous les États ne peuvent pas venir avec n'importe quel matériel, il faut qu'ils obtiennent une autorisation. Il y a eu notamment la Chine a eu des fois des interdictions de venir exposer certains types de matériel. Israël, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu mesurer d'année en année dans ces salons, n'a aucune restriction
dans le type de matériel qu'elle vient exposer, qui est le matériel effectivement testé sur le terrain. Ça, c'est l'argument que tous les industriels d'armement, quand ils peuvent l'utiliser, Israël comme la France, comme les autres, utilisent bien évidemment, mais que Israël met en avant. Et sans que la France ne lui dise, ne l'en empêche. Donc là aussi, on a une responsabilité, on a un travail à faire pour montrer ça, parce que ces salons-là, très peu de gens en entendent parler en France. Le salon Milipol, sur le matériel de maintien de l'ordre, ou le salon Eurosatori qui est sur le matériel terrestre, où là aussi Israël est extrêmement présent, avec tous les matériels, toutes les mises en scène d'ailleurs, puisqu'il passe des vidéos, etc. Enfin, ces salons, c'est comme les salons ils utilisent les mêmes procédés que pour les salons de l'automobile ou je ne sais quoi, les industriels de l'armement. Bon, c'est pas le même type de matériel, où ils montrent des vidéos de comment ils utilisent le matériel, où viennent toutes des délégations étrangères de tous les pays du monde, justement pour négocier, pour voir le matériel, pour échanger avec les autres. Donc là, la France a une très grosse responsabilité, et indirectement, nous, on a une très grosse responsabilité en laissant faire ça par nos gouvernements, sans le dévoiler, sans le critiquer de manière importante. Là aussi où la coopération française avec Israël a pris des dimensions plus importantes à partir des années, surtout sous Nicolas Sarkozy, c'est au niveau de la coopération policière. Parce que là, jusqu'à présent, on parlait de coopération militaire au sens un petit peu strict du terme, du matériel militaire pour faire la guerre. Il y a aussi, ces dernières années, s'est développé de manière très très importante une coopération entre les forces de police françaises et israéliennes, alors sur lequel on a encore moins d'informations publiques pour pouvoir la mesurer en termes au niveau des échanges de savoir-faire, puisque c'est là-dessus que dans les quelques informations qu'on a pu trouver, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Et là, c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, les forces françaises qui vont chercher de l'information sur la manière dont les forces israéliennes gèrent leurs interventions dans Gaza, par exemple. Ne serait-ce qu'avec l'idée derrière que peut-être que dans les banlieues, ça peut leur servir. Dans des affrontements plus violents ou des développements plus violents d'émeutes dans les banlieues, de savoir comment gérer, tout simplement, avec toutes les questions qu'on peut se poser à ce niveau-là, de ce que ça veut dire, si on a une vision, si la France reprend à son compte la vision israélienne dans la gestion des conflits, dans les interventions, à la fois pour les banlieues ou pour nos opérations extérieures qu'on peut avoir en Centrafrique, au Mali, comme on a actuellement. Si c'est cette méthode-là qu'on applique, on a des questions à se poser et à interpeller au niveau de nos pouvoirs publics, bien évidemment. Sur l'Europe, donc, on y a fait déjà pas mal de références. Effectivement, presque tous les pays européens ont des échanges commerciaux ou vendent du matériel militaire à Israël. En tout cas, parmi ceux qui sont producteurs d'armement, parce que tous les pays européens ne sont pas des producteurs importants d'armement. Bien évidemment, il y a l'Allemagne qui a aussi un rôle très très important en aidant Israël, en leur ayant quasi donné des sous-marins qui ont permis à Israël de renforcer leur force nucléaire. Mais ce n'est pas les seuls. Il y a pas mal d'autres pays européens qui ont des relations militaires importantes. Et puis surtout, c'est l'Union européenne en tant que telle, sur lequel là où on peut agir, on devrait agir nous aussi, à travers les programmes de recherche, comme ça a été expliqué, où Israël se retrouve quasi au même rang
que les autres pays européens, qu'Israël, bon, comme un État européen, pour avoir l'accès aux programmes de recherche, tout simplement parce qu'ils sont plus performants qu'un certain nombre d'industriels français en matière de sécurité. Et c'est ce critère qui fait qu'ils emportent des marchés ou qu'ils accèdent à des fonds européens pour développer leur recherche, parce qu'ils sont plus performants dans tous les domaines sécuritaires, contrôle des foules notamment, et dans tous ces systèmes qui ont pu être développés ces dernières années dans les différents pays du monde. Donc, je terminerai peut-être sur quelques pistes d'action, parce que oui, il est déjà quand même relativement... Si on va avoir un peu d'échange de débat. Alors, Amoun, tu vas surtout te parler sur les pistes d'action. Entre autres, ouais. Donc j'en ai peut-être d'autres. Hein. Non, j'en ai. Je pense que tu vas aborder celle que je pensais évoquer, surtout autour des salons. Une des difficultés qu'on a, c'est vraiment d'arriver à rendre public des informations. D'abord à les trouver, bien évidemment, et puis après à s'en emparer au niveau de la société civile pour pouvoir en discuter, interpeller les syndicats, notamment sur ces questions, et tout particulièrement les syndicats de l'armement, qui ne sont pas dans les plus faciles forcément à interpeller, ou en tout cas qui répondent pas forcément de manière la plus facile, de façon à obtenir un arrêt de cette coopération militaire dans les différents domaines. Nous, dans les pistes d'action, je laisserai la question des salons d'armement à Sivan, parce que je pense qu'il va pas mal l'aborder. Ça serait quand même d'obtenir un travail au niveau des parlementaires, de façon à ce qu'ils puissent mener une mission d'information sur cette coopération militaire. Parce que même eux ont très très peu d'informations, ont très peu de connaissances de ce qui se passe en la matière. Et donc là, il y a vraiment un déni de démocratie, mais une fois qu'on l'a dit, c'est comment on passe outre. Et c'est comment on arrive à faire en sorte de les interpeller de manière suffisamment importante, suffisamment large, de façon à obtenir que ça fait partie de leur boulot de parlementaire de contrôler l'activité du gouvernement. Et donc d'obtenir, sur le domaine de la coopération militaire entre la France et Israël, une mission d'information qui permettrait, d'une part, de connaître précisément qu'est-ce qui se passe, au-delà des mots et au-delà des réponses superficielles qu'on peut avoir du gouvernement quand on l'a interpellé, bien évidemment, et puis après, pour pouvoir arrêter cette coopération militaire dans la mesure où elle contrevient aux engagements de la France, qui est là en totale contradiction avec les engagements, que ce soit au niveau du droit international, que ce soit au niveau du droit européen, bien évidemment. Et donc là-dessus, il y aurait vraiment un travail à mener qui sera, à mon avis, pas si simple que ça, mais qui est pas non plus irréaliste. Et il est possible d'obtenir cette mission d'information, il y en a été obtenu, et ça pourrait être un premier pas pour pouvoir progressivement arriver vers un réel arrêt de la coopération militaire qui s'est développée sur ces dernières années.